Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose ici là de découvrir les types ici là de base en programmation C++. Alors, lorsqu'on parle ici là de programmation C++, on va la dire que le C++ est un langage ici là qui est fortement typé. C'est-à-dire quoi, chaque donnée qu'on utilise dans le langage ici a un type bien précis en fait. Et c'est pour ça qu'on dit ici là du langage ici là C++, il est un langage ici fortement typé. Alors, lorsqu'on parle de langage fortement typé, bien lorsqu'on parle tout simplement du langage typé, qu'est-ce que ça signifie? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le C++ c'est un langage typé tout d'abord, c'est-à-dire quoi? Que toute variable ici là, ou bien toute constante, ou bien toute fonction ici là, est d'un type précis qui définit ici là sa représentation ici en mémoire. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on va déclarer par exemple une variable, ou bien lorsqu'on va déclarer une fonction, qu'elle soit interne ou externe, ou bien lorsqu'on ici, on va ici déclarer une constante, alors tous ces éléments-là qu'on définit doivent ici être, doivent avoir autant pour moi ici là un type de données. Et ce type de données qu'on définit ici là a sa représentation ici là dans la mémoire. C'est-à-dire quoi? Dans la mémoire RAM de notre ordinateur. Par exemple, si on a dit que notre variable nom, par exemple, est une chaîne de caractères, alors en mémoire, on va réserver un emplacement qui va pouvoir ici là conserver ici là, ou bien qui va pouvoir ici là contenir notre chaîne de caractères. Alors, en C++, ici là, on a plusieurs types de bases. Et principalement, on a 4 types de bases. Le premier type, c'est ce qu'on appelle ici là des entiers. Le deuxième type, c'est ce qu'on appelle des flottants. Et lorsqu'on parle de flottants, on fait référence ici là au réel, en fait, au nombre réel. C'est-à-dire quoi? Ça peut être des flottes ou bien ça peut être encore ici là ce qu'on appelle double. C'est le mot-clé. Et si vous vous rappelez bien, hier, lorsqu'on parlait ici là, en fait, la vidéo précédente, on a parlé ici là des mots-clés, en fait. Chaque type ici là est lié à un mot-clé, en fait. J'ai dit tantôt, le mot-clé, par exemple, int est utilisé ici là pour les entiers. Le mot-clé float ou bien double ici là sera utilisé ici pour les nombres réels. Le mot-clé, par exemple, char sera utilisé ici là pour les chaînes de caractères et le mot-clé bool sera ici utilisé pour les booléens en fait. Donc, si on veut essayer de voir un peu comment s'écrit ces mots-clés, je vais venir là dans mon logiciel, je vais créer ici là un nouveau projet. Comme on a l'habitude de le faire, on choisit le type, c'est un logiciel de type console, une application console. Il clique là sur Go, il va cliquer là sur Next. On choisit bien le langage C++. On va donner le type, notre projet, en fait, ce sera ici là, les types de base. On appelle ça les types de base. On choisit le compilateur GNU GCC Compile. On clique sur Finish. Là, lorsqu'on fait ça, on a ici là notre code qui est créé. Si on vient ici là dans l'explorateur de fichiers, on a par exemple là dans source, on a le fichier principal ici là qui est mon.cpp. Si on double-clique sur lui, on a accès ici à son code. Voilà, ok. J'ai dit tantôt que on avait ici là 4 principaux types ici là en langage C++. Le premier type, c'est quoi? Ça va par exemple être ici là un entier. Son mot-clé, le mot-clé pour déclarer un type une variable de type entier. Par exemple, ici là, int. C'est le mot utilisé pour déclarer un entier. Pour déclarer par exemple ici un flottant, c'est-à-dire quoi? Un nombre réel, on va utiliser ici là le mot-clé float ou encore ici là le mot-clé ici double. Les deux permettent de déclarer des réels en fait. Un autre mot-clé en ce qui concerne ici là les types de base en C++, on a quoi ici? On a ici là le mot-clé char qui va permettre de déclarer par exemple ici là, les chaînes de caractères. Par exemple, dans votre programme, vous aurez par exemple besoin du sexe d'une personne en fait. Vous pouvez déclarer le sexe ici là comme un caractère en fait qui sera soit ici là M, soit ici là M pour masculin, F pour féminin. Alors le dernier type principal qu'on a, c'est le type bool qui permet de définir les variables de type booléen. Donc pour dire si c'est vrai ou si c'est faux. Donc c'est voilà les 4 principaux types qu'on va voir ici là en langage. En fait, ce sont les types les plus utilisés. Raison pour laquelle on dit que ce sont des types de base en fait. Alors avant de continuer ici là, on va essayer faire appel à une notion qu'on a essayé d'en parler ici dans la première vidéo de cette formation. C'est ce qu'on appelle ici là les espaces de nom, ou encore les namespaces en fait. Alors c'est quoi un espace de nom? Avant de continuer, il faut très bien que je vous explique un peu ce que c'est que les espaces de nom, comme j'avais dit à la première vidéo. Alors, ce qu'il faut noter, c'est quoi? C'est que
tous les objets ici là du C++ sont distribués dans des espaces de nom en fait. On les appelle des espaces de nommage ou bien encore des namespaces en anglais en fait. Et on peut les voir ici là comme des boîtes nommées, regroupant ici là un jeu de fonctions, un jeu de variables, un jeu de classes en fait. Donc, lorsqu'on a une namespace en fait, c'est une boîte dans laquelle on a ici là mis un ensemble en fait d'éléments qu'on a nommés. Ça peut être par exemple quoi? Des fonctions, ça peut être des variables, ça peut être des classes. Par exemple, je suis en train de travailler sur un programme qui va gérer là les personnes. Je peux déclarer là si c'est là un espace de nom, je peux déclarer un espace nom, un espace personne par exemple, qui va contenir tous les éléments qui ont référence à une personne par exemple, toutes les variables qui ont référence à une personne, toutes les fonctions qui ont référence à une personne et toutes les classes par exemple qui ont référence à une personne. Ça, c'est ça de manière grosso modo un namespace. Dans un namespace, comme on a dit tantôt, c'est une boîte nommée qui va regrouper cela, un jeu par exemple de fonctions, un jeu de variables, un jeu de classe, etc. en fait. Alors, un deuxième élément qu'on peut encore en parler lorsqu'on fait cela, lorsqu'on veut parler des types de données, c'est ce qu'on appelle cela le mot-clé using et le mot et l'opérateur de résolution de portée. C'est tout ça sera utilisé pour faire ce qu'on appelle ici là, les types de base en fait, pour donner des exemples sur les types de base. Donc on a deux mots-clés par exemple, on a le mot-clé par exemple using, on a le mot-clé using et on a ici là l'opérateur 2.2. Alors vous allez comprendre pourquoi je vous parle de using et de 2.2. Alors using c'est quoi d'abord? Tout à l'heure je vous parlais ici là des espaces de nom. Voici ça par exemple. Voici namespace. Vous voyez dans le code ici à la ligne 3 on a ici là using namespace std. Alors à quoi va servir le using en fait? On a dit tantôt que les namespaces c'était un ensemble c'était une boîte en fait qui contient cela, qui regroupe autant pour moi un jeu de fonctions ou bien un jeu de variables ou un jeu de classe en fait. Et le using permet lui de faire quoi? Le using permet cela d'intégrer des espaces de nom dans l'espace global, c'est-à-dire quoi? L'espace statique de notre fichier en fait, dans notre fichier. Et l'opérateur de qualification explicite que j'ai défini tantôt ici là, c'est celui-ci. Donc ça c'est l'opérateur de qualification explicite doit être utilisé dans le cas contraire si on n'a pas fait un using en fait. Donc, ça dit quoi? Lorsqu'on va créer un namespace, comme j'ai dit tantôt, si par exemple, si nous avons créé un namespace par exemple personne, et dans le namespace personne, on avait défini plusieurs éléments. On a défini par exemple une fonction, par exemple std, on a défini par exemple en fait, on a défini par exemple personne, et dans personne, on a défini quoi? On a dit par exemple, on a dit PA pour dire l'âge d'une personne, on a dit PN pour dire le nom d'une personne. Étant donné que personne ici, c'est un namespace, vous pouvez utiliser par exemple la variable PA et la variable PN qui sont dans le namespace, par exemple personne. Il va falloir ici là, faire dans notre code ce qu'on appelle using. On va faire using personne en fait. Using personne va vous permettre de venir ici là, importer en fait tous les éléments ci qu'on a définis en fait. Donc ça va importer ces deux éléments-ci et les mettre dans notre code en fait. Donc si nous sommes dans le main, si nous sommes par exemple dans ce fichier main.cpp, on va essayer de faire using namespace personne. Donc par exemple ici, on devra faire ici là, par exemple, si on a un namespace personne, on devra faire ici là, par exemple, ici là, using namespace personne. Sachant qu'on a créé le namespace personne. En faisant ça, ça va faire quoi? Ça va importer tous les deux éléments ici qu'on a définis en fait. On considère par exemple qu'on a défini ces deux variables dans notre namespace personne. Donc, étant donné que namespace personne, regroupe ici là un ensemble de choses. Et dans ce cas-ci, c'est un ensemble ici là de variables qu'on a définies. Et maintenant, pour pouvoir utiliser ces variables ici, on va directement ici là les appeler. Si par exemple, je vais afficher le nom, par exemple, j'ai dit personne A et personne N. J'ai dit personne A, c'était par exemple l'âge, et personne PN, c'était par exemple ici là le nom. Donc, s'il va afficher l'âge ou bien le nom, je vais juste faire un cout. Je vais juste un cout là. J'utilise mon opérateur, mon fixe de sortie. J'utilise mon fixe de sortie, je peux directement faire PA. Je fais ceci pourquoi? Je vais faire directement PA pourquoi? Parce que je fais juste un affichage de PA. Parce que, étant donné que PA est dans le namespace personne, comme j'ai dit tantôt, et que j'ai inclus ici là, le namespace personne, alors je peux afficher PA ici là directement sans problème. Alors, si je n'avais pas fait ici là l'importation ici là du namespace, il faudrait ici là, si je veux appeler par exemple personne PA ici, je puisse ici là précéder ici là PA du nom du namespace par exemple. Je vais mettre la personne avant et je vais utiliser ici ce qu'on appelle l'opérateur de qualification explicite. On appelle ça ici 2.2.
on appelle encore le plus souvent l'opérateur de résolution de portée, en fait. En fait, il permet de dire quoi? On veut essayer importer, en fait, la variable PA qui se trouvait dans le namespace personne. C'est ce que ça signifie, en fait. Donc, si on veut aller dans un exemple euh, simple, on va prendre notre code, par exemple, ici. Vous voyez, lorsque nous avons créé notre projet, en fait, on avait ici là ces lignes de code-ci. Donc, vous voyez, la première ligne, c'est quoi? C'est just include youstream. On avait à parler de ça, en fait. Donc, ça consiste ici là un ensemble d'éléments que nous utilisons ici dans le code. À la troisième ligne, on a ici là l'importation du namespace std, en fait. Donc, vous voyez très bien ici là, on fait using namespace std. Ça veut dire quoi? Dans std, on a un ensemble d'éléments, en fait, qui sont utilisés. Et vous voyez, vous allez voir ici là, à l'intérieur, on a fait quoi? On a fait un cout, on a fait cout, yellow word, et on a fait inline pour aller ici à la ligne. Vous voyez? Alors, cout est contenu dans le namespace std. Raison pour laquelle on met directement cout sans le faire précéder l'opérateur de qualification ici là explicite. Alors, si je n'importais pas cette ligne, en fait, pour appeler cela le cout, il devait être obligé, par exemple, cela de faire std 2.2. Et même chose pour inline ici. Inline également aussi fait partie ici là du namespace std. Donc, il serait obligé de faire encore ici un std 2.2. Et vous voyez pourquoi ici on utilise les namespaces. Ça nous facilite ici l'écriture du code, en fait. Donc, ici j'importe, je n'ai pas besoin de préciser. Là, je vais les supprimer. Et viens ici là faire mon inclusion, en fait. Ok, vous voyez, là, on a fini ici avec les espaces de nom. On voit un exemple qui est très simple, qui permet d'afficher un test à l'écran. Donc, si je compile ça, par exemple, vous allez voir, on aura affiché à l'écran Yellow Word, parce que ce code ici-là est correct. Syntaxiquement, il est correct. Donc, le compilateur va juste exécuter et voir s'il y a des problèmes affichés. Et vous voyez très bien, on a Yellow Word qui s'affiche à l'écran et c'est correct. Alors, on va essayer de décortiquer chaque type de données, en fait. Alors, le premier type de données qu'on va voir ici, c'est quoi? C'est le type int. Alors, lorsqu'on parle de int, il existe trois versions du type int. Il dit que int, ça permet de déclarer ici là, des entiers, en fait. Donc, c'est un type entier, en fait. Et le mot-clé utilisé, c'est int. Et pour déclarer un int, c'est simple. On précise, par exemple, si on veut déclarer une variable qui va contenir l'âge, on va dire int h reçoit, par exemple, 0. Par exemple, 15, 18, autant pour moi. Là, c'est une instruction. À la ligne 8, là, par exemple, on a une instruction int qui reçoit, int âge reçoit 18. Et on a bien vu également que lorsqu'on déclare cette instruction, si l'instruction est constituée de quoi? On a cela, un identificateur. En fait, on a un type et on a une égalité qui permet cela d'initialiser ici la valeur de la variable que nous venons de déclarer. Et on a trois principaux, en fait, on a trois versions ici là du int, en fait. La première version, c'est quoi? La première version, c'est short. On a par exemple là le short. Par exemple, on a le short. Vous allez voir par exemple dans certains codes, on va mettre short. C'est toujours un type entier. On aura par exemple encore la long. C'est toujours un type entier, en fait. Et ce qu'il faut noter, on a short. Désolé, on a long. Alors, vous voyez très bien que lorsque je mets un mot-clé, en fait, il est toujours coloré. C'est comme ça que les IDE font, en fait. Vos éditeurs de code, ils sont intelligents. Ils savent à chaque fois si un élément qu'on a entré, en fait, est un type de données. On va les trois versions, en fait, de int qui existent, en fait. Et bon, usuellement ici, c'est quoi? Usuellement, le bit de poids fort, c'est quoi? C'est le premier qui est réservé pour définir cela, le signe, en fait. Donc, si, bon, on va un peu laisser cette partie-là, on va entrer en profondeur, lorsqu'on va essayer là, entrer dans les exemples. Parce que je voulais un peu vous expliquer la gestion des signes, en fait. Lorsqu'on veut gérer les signes, lorsqu'on travaille, ces trois principaux types vont nous permettre de gérer les signes. Et autre chose qu'on peut encore voir, c'est, on a par exemple un mot-clé qui s'appelle ici la size of. On a le mot-clé size. C'est le mot-clé. On a size of, en fait. Size of, qui est un mot-clé. Il permet de faire quoi? Il permet d'obtenir ici là un entier correspondant ici là au nombre d'octets utilisés pour représenter un type, en fait. Donc si par exemple, on a un type, on veut connaître le nombre d'octets qui seront utilisés ici là en mémoire pour représenter cet objet, on va juste faire un size par exemple du type en question. Donc si je fais size de in, en fait, j'aurai affiché à l'écran
le nombre d'octets qui permet de représenter un entier. Donc c'est simple. Si je viens là, par exemple, je dis size, je vais retirer ça. Si je viens là, par exemple, je fais size of in que j'enregistre, je compile. Vous allez voir très bien à l'écran. Il va nous afficher ici là nombre d'octets permet de représenter un entier. Vous voyez très bien que un entier est représenté en mémoire par 4 octets en fait. Donc c'est un peu ça. Donc s'il fait size, s'il vient par exemple ici, il a fait encore size of short. Il vous dit que short c'est une autre version ici là du int. Ça ici il fait size of short et que j'enregistre. Je m'en vais là. Il faut que je ferme ici. Je m'en vais là compiler. Vous verrez très bien, c'est là qu'on a que le short est de taille 2, voire il est plus petit en fait qu'un in en fait. Donc, que le type in proprement dit en fait. Et on a celui-là le long qui fait au moins en fait la taille d'un in en fait. Donc, on peut regarder encore le long. Donc, à chaque fois que vous voulez connaître ça, le nombre d'octets ici là, qui est utilisé pour réserver un espace mémoire d'un type donné, vous faites juste size of et vous présentez, vous donnez juste le nom du type en paramètre à cette fonction-ci en fait. Donc si je compile et que j'enregistre, vous verrez très bien que le type long ici là a au moins la taille d'un int. Donc, j'ai dit tout à l'heure que c'était 4. On va voir ce que ça va donner. Vous voyez très bien que c'est au moins la taille en fait. Donc minimum, ça peut être plus. Donc c'est ce qu'il fallait retenir ici en ce qui concerne ici là, le type int en fait. Et en mémoire, on a une représentation en fait des entiers. Et les entiers peuvent être signés comme peuvent être non signés. Par exemple, on a par exemple 1 qui est un entier, 2 qui est un entier, moins 1 c'est un entier, et moins 2 c'est également un entier en fait. Donc ça, c'est des choses qu'il faut un peu essayer de comprendre lorsqu'on travaille en fait. Donc si vous avez des difficultés pour la représentation ici là des entiers, n'hésitez pas à poser des questions, on va essayer d'en parler en fait. Parce que c'est un coup ici là de représentation ici de la mémoire à ce qui concerne l'informatique fondamentale. Alors, le deuxième type, c'est quoi? C'est le type float. Type flottant. Donc, ça, c'est déjà, lorsqu'on parle de float, on parle déjà des réels, en fait. Je vous ai dit que lorsqu'on parle des réels, on a deux mots-clés. On a le float et on a le double, en fait. Et maintenant, ces trois-là peuvent être se composer, en fait, en d'autres modèles. Donc, lorsqu'on veut déclarer une variable de type float, par exemple, la moyenne d'un élève est toujours de type float, en fait. Donc, on peut dire float. On peut dire la flotte moyenne. Donc, si on dit flotte moyenne, on peut dire la moyenne, par exemple, c'est 15,59. Donc, un élève a eu la moyenne de 15,59, par exemple. Donc, lorsque vous allez faire votre code, à un moment donné, vous aurez besoin, par exemple, là, de calculer la moyenne d'un étudiant, ou bien la moyenne ici, par exemple, des ventes du mois, et ainsi de suite. Donc, par exemple, la moyenne la moyenne des points d'un jeu, par exemple, dans un jeu. Donc, c'est un peu ça, à ça que va vous servir le type float, par exemple. Puisque ça, vous allez faire les divisions et on aura, par exemple, des parties décimales. Vous allez utiliser ce qu'on appelle des réels. Là, c'est un float, par exemple, qui contient la moyenne. On a initialisé ici à 19,59. Et on a trop, et parmi les types de float, c'est quoi? Les versions. On a le float proprement dit, comme il est déclaré là. On a le double. On a le double, lui qui est double précision. Je ne sais pas si vous maîtrisez bien ce qu'on appelle la représentation des flottants. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la représentation ici là des entiers. On a aussi la représentation ici là des flottants. Bon, ce n'est pas l'objectif de ce cours de voix ici là, la représentation ici là des types de données. Bon, vous juste retenir le type de données et savoir ici que le double a ici ce qu'on appelle une double précision. Et si vous ne comprenez pas, on va essayer de voir ça dans des prochaines vidéos en fait. On a le double qui est double précision, c'est la littérature, il faut un peu essayer de comprendre juste. On a le double qui est de type double précision. Double, on peut dire double par exemple, on peut dire l'âge. Bon, en supposant que l'âge a les virgules, 15,3. Vous dire qu'il a 15 ans, 15 ans, bon, on va dire 15,5, 15 ans et demi. Alors le deuxième, c'est quoi? On peut avoir ici ce qu'on appelle un long double. Vous voyez, on a en train de faire ici là une précision étendue en fait. Donc, ce qu'il faut tenir, c'est quoi? C'est que le float ici là, lui, a ce qu'on appelle une simple précision. Le double, lui, a ce qu'on appelle cela une double précision en fait. Le long et le long double, a ce qu'on appelle cela une précision
étendu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on passe là de représentation, ici là, par exemple, des réels, c'est-à-dire quoi, des flottants, ça représente ici là la manière dont on peut s'y approcher les nombres réels en fait. Donc, ce n'est que ça, il n'y a pas grand-chose. Et si vous avez fait des cours d'informatique, vous allez savoir que lorsqu'on représente un nombre, par exemple, on a ce qu'on appelle la mantis ici là, on a ce qu'on a la mantis d'un côté en fait. Donc, c'est un peu à ça qu'on fait référence en fait. Alors, la particularité ici là, de la représentation, c'est quoi? On va pouvoir essayer de représenter des données avec des exposants, avec une mantis, avec une plage en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, on aura des exposants d'un côté, on aura l'exposant, on aura ici là la mantis, on aura ici là la plage dans laquelle les différents types sont représentés en fait. Donc, c'est un peu ça à ce qui concerne ici là la représentation. Donc, bon, nous allons ici là faire une vidéo où nous allons parler en profondeur des représentations ici des nombres, des nombres flottants. Ne vous inquiétez pas, la représentation des types de données. Alors, un autre type qu'on peut voir encore ici, là, c'est le type, par exemple, chat. Il dit que le type chat permettait cela de déclarer cela des, des caractères, en fait. Donc, il a pris, par exemple, tout à l'heure, c'est là du sexe d'une personne, en fait. Donc, le type chat, lui, est codé sur un octet, en fait. Et c'est très simple pour le savoir. Tout à l'heure, j'ai dit, lorsque vous voulez tester, vous faites juste un cout de size of. Vous précisez le type là, s'il fait size of chat, vous verrez très bien affiché qu'il est représenté sur un octet en mémoire. C'est-à-dire quoi, l'espace qu'il occupe lorsqu'on déclare une variable de ce type en mémoire, en fait. Donc, vous verrez très bien affiché à l'écran un octet, en fait. Ah bah, là, je n'ai pas précisé le type. Ça qui fait email de bon, puisque nous sommes dans les explications, on ne complique pas au même moment. Ne vous inquiétez pas, on va faire ici là, à la fin, on va faire ici là, ce qu'on appelle des travaux pratiques qui vont nous expliquer de pas à pas les pas à pas en fait. Donc, on va faire des TP où on va appliquer des problèmes, on va résoudre des problèmes concrets en fait. Vous voyez, il a fait size of chat, ça me donne 1. Donc, il représente un octet en mémoire. Donc, lorsque vous déclarez une variable du type chat, alors il est codé sur un octet en mémoire en fait. Et un exemple très simple, on peut déclarer là une variable chat sexe, on peut dire le sexe de quelqu'un. Sexe, sexe égal à quoi? On met ici là dans les codes, les simples codes par exemple. Ici, on va dire M pour dire il est de sexe masculin. Donc, vous voyez là, on a déclaré une variable sexe qui il y en a initialisé avec la valeur M. Et il est placé ici là dans quoi? Dans les codes, les simples codes. C'est comme ça qu'il faut déclarer cela vos caractères. Et on peut très bien l'afficher en fait. Si on vient ici là, on peut l'afficher. On fait cout directement. On met là par exemple cout. On met le nom de la variable sexe. Donc, s'il met la sexe et que je compile, je suis censé avoir ici là le M affiché ici à mon écran. Vous voyez très bien, on a bien M qui est affiché ici à l'écran. On a bien M affiché à l'écran. Alors, ce qu'il faut noter, c'est quoi? Il est possible cela de représenter cela une chaîne de caractères avec un autre type de données. C'est quoi le type string? Si vous vous rappelez bien, on a fait quelques exemples. Donc, si par exemple, on va avoir une chaîne de caractères, c'est-à-dire qu'on peut avoir une phrase, on peut avoir le nom de quelqu'un, on peut avoir le nom d'un produit, on peut dire qu'on va déclarer ça le type string. Alors, mais si on déclare string directement comme ça, alors il ne va pas ici là être exécuté parce qu'il faut inclure ici là ce qu'on appelle notre directive en fait. Parce que string, c'est une autre directive qui est utilisée. Donc, et pour pouvoir utiliser le mot-clé string, il faut bien venir là ici. On va faire un dièse include. Bon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire un CTRL D pour dupliquer la ligne. CTRL D, si vous êtes ici là dans notre code bloc, vous faites CTRL D, ça duplique la ligne et vous allez inclure ici là, la directive string. Vous pouvez utiliser ici là le mot-clé string qui permet de déclarer ici là une chaîne de caractères. Une fois que j'ai déclaré ici la string, ce que je fais, c'est que je vais juste venir ici là maintenant déclarer une variable de type string. Par exemple, je vais déclarer nom égal à quoi? Je vais mettre que là, par exemple, Camel, Camel du home dev. Vous voyez là, j'ai Camel du home dev. Je mets mon point virgule et j'enregistre. S'il vient là maintenant afficher nom, alors ça va m'afficher la chaîne de caractères en question. Bien évidemment, comme j'ai dit tantôt, il faut bien évidemment inclure ici il faut inclure la directive just include string. Vous dire qu'on va utiliser ça, les strings.
Et là, je peux venir ici, là, maintenant, déclarer une variable de type string non, qui est mon identificateur, initialisé ici, là, avec une chaîne de caractères, en fait. C'est une chaîne de caractères, donc on a plusieurs caractères qui peuvent être séparés ici par des virgules. Donc ici, il vient maintenant ici afficher non et que j'enregistre, que je compile et j'exécute ici, là. Vous verrez très bien affiché à l'écran Camel de HomeDev. Alors, c'est ça, c'est très simple et il n'y a rien ici, là, de magique. Là. Vous voyez très bien, on a affiché à l'écran Camel de HomeDev. Donc, ça, c'est le type string, en fait. Donc, ça, c'est un type string. Un type string, en fait. Alors, le dernier type qu'on peut voir, c'est quoi? C'est le type bool, en fait. Le type bool permet de faire quoi? Lui permet cela de déclarer des variables booléennes. Par exemple, lorsque vous écrivez un code, à un moment donné, vous voulez savoir est-ce que l'étudiant a passé ou bien est-ce que l'étudiant n'a pas passé. Donc, à chaque fois, vous pouvez répondre par vrai ou par faux. Raison pour laquelle on parlait de booléen, en fait. Et on a deux mots-clés lorsqu'on parle de booléen. On a bool qui permet de définir une variable de type booléenne. Par exemple, on va dire bool, par exemple, ici, là, on va dire quoi? Bool, on va dire boule échouée. Boule échouée, par exemple. On va dire boule échouée. Ça veut dire quoi? Boule échouée. Si l'étudiant a échoué, par exemple, on va dire échoué reçoit, par exemple. On va dire, par exemple, s'il a échoué, on va dire échoué va recevoir quoi? False. Ou bien échoué va recevoir true. Donc, c'est un peu ça. Donc, lorsque échoué est égal à true, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne ici là a échoué. Lorsque échoué égale à false, ça veut dire que la personne ici là. En fait, lorsque échoué égale à false, ça veut dire que la personne a échoué. Lorsque échoué égale à true, la personne a passé. Donc, et en C++, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut affecter les valeurs 0 pour dire que c'est faux. Et on peut ici dire échoué, et soit 1 pour dire que c'est vrai. En fait, à partir on peut utiliser 1 jusqu'à montant, en fait, et on va pouvoir tester si c'est vrai ou pas. Donc, c'est pas compliqué. Donc, le mot-clé bool désigne ici un booléen. Prenons ici la valeur, par exemple, false, qui peut être initialisée ici à 0, ou bien à true, qui est différent de 0. Donc, tant que le nombre est différent de 0, ça comprend. Donc, si on dit, par exemple, si c'est 0, ça veut dire que c'était false. Vous voyez très bien, ça va colorer, en fait. False. Donc, on peut mettre là true. Donc, là, on a initialisé. Donc, lorsqu'on dit false, ça peut être 0, comme je dis tantôt. Ou bien ça peut être ici, là, une valeur différente. Donc, ou bien des valeurs différentes. En fait, les valeurs sont différentes de 0, en fait. Donc, c'est un peu à quoi ça que sert ici les boules, en fait. Donc, ça, c'était un peu ce qu'on voulait faire. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le type booléen ici là est codé, c'est un seul bit également. Donc, s'il veut ici là mettre size of bool, ça veut dire qu'on va voir qu'il est codé sur un seul bit également. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre en ce qui concerne les types booléens. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser cela en commentaire pour qu'on puisse ici là, essayer d'apporter ici là des solutions. Bon, là, maintenant, on va essayer de créer un code complet qui va essayer qui résume un peu tout ce qu'on a fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir là, c'est un peu un petit tips pour terminer cette vidéo, pour faire un peu un résumé de tout ce qu'on a fait. Là, on a notre code principal. On considère que là, on a défini notre méthode. Première des choses, dans notre fichier, c'est quoi? Et on a deux directives ici, là, par exemple. On a la directive IOStream qui comporte ici, là, tous les principaux éléments du langage. Par exemple, IOStream pour les éléments de sortie. En deuxième, on avons quoi? En deuxième lieu, on avons une string qui va nous permettre ici, là, d'utiliser le mot-clé string qui permet ici, là, de déclarer ici, là, des chaînes de caractères. Exemple, là, on a fait using namespace std pour éviter de faire de préfixer std à chaque fois. C'est ça qu'on utilise ici là, using namespace std. Et précédemment, nous avons vu à quoi servait ici là, using et namespace en fait. Donc, vous savez déjà très bien à quoi ça sert. Si vous ne comprenez pas, vous rentrez juste en arrière, essayez de comprendre. Et si vous ne comprenez pas toujours, vous posez la question dans le commentaire en fait. Donc là, dans mon cours, ce que je peux faire, c'est que je peux déclarer cela deux chaînes de caractères et je vais vous montrer comment on a fait dans la vidéo précédente, par exemple. On pouvait cela définir, déclarer plusieurs variables sur une même ligne. Je peux déclarer une chaîne, par exemple, un string S1, je peux déclarer un string S2. Et lorsqu'on veut déclarer plusieurs variables de même type sur une même ligne, on les sépare juste ici là par des virgules. Je déclare une variable S3, S par exemple. Là, j'ai déclaré trois chaînes en fait, trois chaînes, trois strings, trois chaînes de caractères en fait,
que je pourrais, par exemple, initialiser dans la suite de mon code, en fait. Donc, une fois que je les ai déclarés, je peux demander, par exemple, à l'utilisateur d'entrer une chaîne, en fait. Je peux dire, par exemple, à l'utilisateur, si vous vous rappelez, dans la première vidéo, on avait parlé des cout et cin. Cout qui permettait d'afficher à l'écran et cin qui permet de demander à l'utilisateur d'ajouter, en fait, d'entrer une valeur, en fait. Donc ici, là, si je veux demander à l'utilisateur d'entrer une certaine valeur, je vais juste faire un cout, le mot-clé cout qui va permettre d'afficher en sortie standard cout et même mon flux de sortie. Je fais un cout de quoi? Je vais dire par exemple ici, là, que entrer une chaîne de caractères. Je vais dire par exemple entrer une chaîne de caractères. Je peux aller à la ligne. Alors, il y a deux méthodes pour aller à la ligne. Soit vous utilisez ici la inline, comme on a fait précédemment, soit vous utilisez ici là, vous faites un retour par exemple à la ligne, un backslash en fait, un backslash suivi de n. Vous dire qu'on va aller à la ligne. Et j'ai fait là un point virgule. Donc, si j'enregistre ça et que je vérifie que tout est bien là et que je compile, vous allez voir, on aura affiché à l'écran entrer une chaîne de caractères sans difficulté en fait. Vous voyez très bien, on a dit entrer une chaîne de caractères. Maintenant, je veux que l'utilisateur puisse entrer une chaîne de caractères. Qu'est-ce que je fais? Il faut donc que je puisse lire une chaîne de caractères en fait. Et pour lire une chaîne de caractères, on va la sauvegarder ici dans une variable. Raison pour laquelle vous voyez ici, là, j'ai déclaré une variable S1 qui va permettre de récupérer une chaîne de caractères qui sera saisie ici par un utilisateur. Donc, je fais juste un cint. Et qu'est-ce que je fais lorsque je fais cin? Je veux prendre les données qui ont été saisies par l'utilisateur, donc l'entrée standard, le flux entrant en fait. Donc, il fait le flux standard ici, lis-moi la chaîne de caractères que l'utilisateur va entrer en fait. Donc, il met là cin de S1, il met mon point virgule, j'ai terminé mon instruction. Ici, j'enregistre et que je compile. Vous voyez, je fais pas à pas pour ici voir si est-ce qu'on n'a pas d'erreur lorsqu'on est en train de travailler en fait. Vous voyez, on a dit entrer une chaîne de caractères et un retour à la ligne. Et en fait, le clavier, la console me demande ici là d'entrer une chaîne de caractères. Vous voyez très bien comme ça clignote. Il est en train de clignoter parce qu'il est en train de me demander d'entrer une chaîne de caractères. Si j'entre une chaîne de caractères, vous voyez que ça marche très bien. Je peux aller à la ligne en fait. Vous voyez, j'ai entré ma chaîne de caractères sans difficulté. Alors, je peux encore faire quoi? Je peux maintenant demander à l'utilisateur d'entrer une autre chaîne de caractères. Donc, je vais faire la même chose. Donc, il va demander d'entrer une autre chaîne de caractères. Je lis maintenant la chaîne S2 en question. Donc, à la fin, j'aurai là mes deux variables qui contiennent cela, deux chaînes de caractères. Et qu'est-ce que je peux faire avec ces deux chaînes de caractères en fait? Qu'est-ce que je peux faire avec, selon vous? Je peux ici là concaténer ces deux chaînes-là et les afficher en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que une fois que j'ai demandé d'entrer la première chaîne, il demande de lire la chaîne en question. Il demande encore la deuxième chaîne, je lis cette chaîne en question. Ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux maintenant prendre ces deux chaînes-ci, les associer, en fait, les concaténer, ce qu'on appelle la concaténation. Je vais prendre les deux chaînes, les additionner, en fait. Donc, on peut additionner des chaînes en langage C++. Donc, je vais faire la S que j'ai déclaré en haut. On va recevoir quoi? S1 plus S2. J'aurai là additionner mes deux chaînes. Et une fois que j'ai additionné mes deux chaînes, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un cout pour les afficher. Je fais juste un cout là. Je vais venir là faire un cout. Cout, qu'est-ce que je mets à cout? Cout S, puisque c'est S que je vais afficher maintenant. Une fois que j'ai mis cout S, je peux maintenant aller à la ligne pour terminer mon programme. Et pour terminer, pour aller à la ligne, on peut utiliser encore ici la inline, comme j'ai dit tantôt, et on met un point virgule. Par exemple, soit vous utilisez ceci, soit vous utilisez ça, parce que vous voulez aller à la ligne. Et là, c'est tout. Et à la fin, on a notre return 0 pour dire qu'on a fini avec notre fonction main. Donc, si j'enregistre ça, on me demande d'entrer la première chaîne, j'entre la première chaîne. On me demande la deuxième chaîne et que j'entre la deuxième chaîne. Alors, je additionne ces deux chaînes-là dans une seule variable et j'affiche. Par exemple, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais
Je vais écrire cela mon nom en 2 chaînes en fait. Et après, maintenant, je vais les afficher au même moment. Donc, je compile, j'enregistre tout d'abord. Je compile et j'exécute. Ok, on me dit entre la première chaîne, je vais écrire mon nom partiellement en fait. Je vais mettre Kamel. Cam. On me dit entre la deuxième chaîne, je mets UL. Tape entrée. Vous voyez, ça affiche mon nom complet, Kamel. Alors, on a terminé avec cette vidéo et nous allons ici là nous appesantir dans une prochaine vidéo sur ce qu'on appelle les constantes ici en C++. N'hésitez pas ici là à vous abonner à la chaîne et de liker, de partager et surtout activer la cloche de notification ici là pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao!